La conception de la matière a naturellement évolué au cours des siècles, mais ceci par étapes. La première période, qui débute dans l'Antiquité grecque avec le philosophe Thalès de Milet, 600 ans avant Jésus-Christ, appelée philosophie naturelle, s'étend jusqu'au XVIe siècle de notre ère. Survient une première révolution de la pensée scientifique qui est introduite principalement par des physiciens célèbres comme Galilée et Newton. Et cette nouvelle période, appelée philosophie classique, va s'étendre jusqu'au début du XXe siècle. Survient une seconde révolution qui, à la suite de découvertes et de mise en cause de la théorie, conduit à la physique moderne caractérisée par la physique quantique dans laquelle nous nous trouvons encore de nos jours. Donc on voit que le développement de la connaissance ne s'est pas effectué de façon linéaire, mais par des périodes dominées par certains paradigmes et concepts agréés de tous, puis par des brusques remises en cause de ces conceptions. Dans notre ouvrage, nous montrons que la philosophie naturelle élabore deux visions du monde. Il y a d'une part la vision atomiste, développée par Démocrite, qui considère que la matière est formée d'atomes, objets insécables se déplaçant dans le vide. Il y a d'autre part la théorie des éléments, qui propose que toute matière est formée à partir de 4 éléments primordiaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. La théorie atomique, plus abstraite, va disparaître après quelques siècles. Au contraire, la théorie des éléments, élaborée, développée par Aristote, va perdurer pendant plus de 2000 ans. Dans cette théorie, Aristote considère que la Terre est immobile au centre de l'univers, la Lune, le Soleil, les planètes sont sur des sphères transparentes tournant autour de la Terre. Pour lui, il y a deux mondes. L'univers est divisé en deux domaines. Le domaine au-delà de la sphère de la Lune, qui est le domaine de la perfection, de l'éternité, des corps célestes. La matière est formée là d'un 5e élément, que l'on peut appeler l'éther. Et au contraire, le domaine où nous appartenons, à l'intérieur de la sphère de la Lune, qui est le domaine des imperfections, du changement, des contraires. Cette vision du monde va perdurer jusqu'à la théorie héliocentrique de Galilée et les travaux héliocentrique de Copernic et les travaux de Galilée qui va poser les bases de la méthodologie de la physique classique, c'est-à-dire l'observation répétée des phénomènes, l'introduction de modèles de la réalité, l'utilisation systématique des mathématiques et la vérification expérimentale des prédictions de la théorie. 50 ans plus tard, Newton découvre les lois du mouvement, la théorie de la gravitation universelle, et cette notion va nous donner la vision du monde qui couvre la période de la physique classique. Ceci va durer jusqu'en 1915-1920, où la théorie générale de la relativité d'Einstein va nous donner une autre vision du monde. Aujourd'hui, nous admettons que toute matière est formée à partir d'un certain nombre de particules élémentaires qui interagissent au moyen de forces auxquelles sont également associées des particules élémentaires. Nous voyons que la théorie atomiste de l'Antiquité a été profondément modifiée puisque les atomes ne sont plus insécables, mais formés d'électrons, noyaux, qui à leur tour sont formés de particules plus élémentaires, les quarks. Alors en physique classique, le physicien est le spectacle et le spectateur d'un spectacle qui se déroule dans la nature et qu'il décrit à l'aide de lois de la physique exprimées en termes de mathématiques. En physique quantique, la situation change. Le spectateur devient lui-même un acteur de ce scénario. Et il n'est plus possible de séparer l'observateur de la réalité d'un monde extérieur. Et par exemple, pour donner un exemple, si nous pensons à la position d'un électron, eh bien, nous ne pouvons pas nous dire qu'un électron se trouve à une place définie en tout instant. C'est seulement le processus de la mesure qui l'actualise et lui assigne un lieu bien déterminé. Eh bien, on s'aperçoit
par cet exemple que la situation est bien différente de la situation classique qui nous est commune, personne n'a l'idée d'aller vérifier si la voiture est toujours dans son garage une fois qu'il l'y a rangée au retour de son travail. Récemment, on a découvert une nouvelle particule, le boson de Higgs. Et certains sont amenés à se poser la question, est-ce qu'une telle découverte va remettre en question les bases de la physique quantique? Je réponds non, bien au contraire. Cette découverte est au contraire une confirmation d'une particule qui apparaît depuis plus de 50 ans dans la théorie de la matière telle que nous la comprenons aujourd'hui. Il faut bien remarquer que toutes les prédictions de la physique quantique sont aujourd'hui confirmées par l'expérience avec des précisions extraordinaires. La physique quantique est véritablement un chef-d'œuvre de la pensée humaine du XXe siècle que nous présentons dans notre ouvrage. Ces prédictions sont surprenantes, mais sont chaque fois confirmées par l'expérience. D'autre part, cette théorie a amené à des développements technologiques très importants dans la vie de tous les jours. Le laser, l'imagerie médicale, les supraconducteurs. Mais quand bien même les succès de cette théorie au niveau des applications sont stupéfiants, eh bien la compréhension des objets à la base de la théorie, en particulier le fait que la notion d'onde et de corpuscule a disparu, on ne sait plus exactement quel est l'objet dont on parle, la notion de probabilité a dû être introduite, la relation entre les objets mathématiques nécessaires à la compréhension de la théorie et la réalité physique telle que nous la vivons dans la vie de tous les jours ne sont pas évidents. Mais ce sont là des défis majeurs pour les physiciens de la prochaine génération.